Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de À l'affiche. Et oui, on n'est pas mort, hein. Je suis toujours là, après un mois, même plus qu'un mois et demi, sans émission, sans une émission avec un retour à propos d'un film. C'est reparti. Alors aujourd'hui, on va parler de le film Birdman. Et avec moi, je ne suis pas tout seul. J'ai invité Steph Core. Bonjour Steph Core. Bonjour à toutes et à tous. Heureux de cette reprise de À l'affiche. Mais c'est vrai que tu avais du temps tranquille à perdre en sport d'hiver, pendant que d'autres travaillaient durement, et c'est vrai que ça t'a coupé des salles de cinéma. J'ai pas laissé les gens tout seuls, hein. Il y a quand même eu un blind test avec les réponses qui ont été postées, mais j'avoue que j'ai mis un peu de côté les salles de cinéma pendant facile un mois et demi. Maintenant j'ai plus le temps, donc c'est reparti. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Donc le film dont on va parler aujourd'hui, c'est Birdman. Vous avez sans doute déjà entendu parler de ce film. C'est le film qui a obtenu l'Oscar du meilleur film. Il y a pas très longtemps les Oscars. En 2000, Oui. le César de 2015 du meilleur film, pardon. Ce film est sorti le 25 février 2015 en France. Alors on va faire une petite fiche technique. Tu voulais dire quelque chose ? Non, on l'aurait quand même attendu parce qu'il est sorti au mois d'octobre aux États-Unis. C'est vrai que c'est tout de même assez rare désormais de voir un délai aussi important avant une arrivée en France. Et c'est dommage parce que je pense que ça a même tué sa sortie en salle parce que il a été très rapidement même disponible en VF ou en VO sous-titré sur les réseaux alternatifs. Oui, c'est vrai que y a ce problème-là, mais je pense que heureusement qu'il a eu l'Oscar du meilleur film, je veux dire César, je sais pas pourquoi, et parce que ça, je t'avoue que sans le fait je pense qu'il aurait pas eu son Oscar, il serait complètement passé à la trappe, alors que là, le grand public, on a un petit peu plus entendu parler, alors qu'autrement, ça serait passé comme un film lambda. Exactement, ouais. Alors on va on va faire une petite fiche technique et présentation du film avant avant d'en parler entre nous. Alors à la réalisation, alors excusez-moi pour la prononciation, on retrouve Alejandro González Iñárritu, je sais pas si je prononce bien, Ouais, c'est Iñárritu. qui a fait d'autres films dans le passé, je n'ai pas les noms en tête. C'est 21 grammes, Babel, et ensuite, justement, Birdman. J'en ai peut-être oublié un, mais je sais que personnellement, les deux premiers m'avaient pas laissé une très bonne impression, quoique la réalisation il y avait une très belle réal sur Babel, et où il y avait pas mal de stars en plus. Je crois qu'il y avait Leonardo DiCaprio et d'autres stars, mais c'est pas des films qui m'ont particulièrement marqué ou que j'ai trouvé brillants, quoi. Je t'avoue que je connaissais pas du tout le réalisateur et j'aime le cinéma, mais je sais pas pour autant que je me suis fait des classiques, mais là-dessus, même quand j'ai lu ce qui est son passé au niveau des films qu'il a réalisé, enfin tout ça, il y en avait un ou deux Babel, j'avais déjà entendu le nom, mais ça s'arrêtait là. Alors après, dans les acteurs principaux, on retrouve Michael Keaton. Vous le connaissez sans doute, il a fait entre autres dans les films notables. Moi, j'ai noté Robocop, la version 2014. C'est pas une référence, mais il a fait Need for Speed. Oui, parce que là, tu dis notable pour Robocop 2014. Pardon, mais j'avoue que j'ai cherché son visage, mais pas inconnu. Il y a une image qui tourne pas mal sur le net où on le voit. Il a une tronche assez épique, mais je suis incapable de remettre un nom sur un nom sur le film dont est tirée cette image. Je sais pas du tout. Peut-être que, désolé, hein, les auditeurs, si vous trouvez le nom, mais je suis incapable. Sur Michael Keaton, il y a quand même la référence dans sa filmographie, tout de même, c'est Batman. Peut-être j'ai jamais vu les Batman. Désolé. Ah non, t'as jamais vu les... justement, Michael Keaton est très célèbre pour avoir fait les deux premiers Batman de... je vais avoir le trou qui tue... ah purée, c'est pas possible. J'en ai aucune idée, ça... les seuls Batman que j'ai vu, c'est les les derniers de The Dark Knight Rises et le dernier qui est sorti là, c'était en 2014 et ça s'arrête là.
D'accord, parce que les deux premiers Batman, où il tenait l'affiche avec Jack Nicholson à l'époque, est réalisé, ça va me revenir, par Tim Burton. Voilà, enfin trouvé. Il était très célèbre pour ça. Ça a été son rôle marquant. Et bah c'est justement pourquoi est-ce que Birdman prend une saveur si particulière. C'est Oui, bah, on comprend mieux tout de suite, hein. Quand tu vois le film, à avoir vu le film et maintenant à savoir qu'il a fait Batman, c'est, tu comprends un peu plus l'impact qu'il a eu, que Birdman a eu et que les échos qu'on en a sortis. ouais, On va puis pardon. non, j'ai dit, pour Michael Keaton, ouais, il y a Batman et Beetlejuice. Beetlejuice auquel il avait participé, que t'as peut-être aussi pas vu. Il est dans ma liste de films à voir, mais j'ai pas vu. Mais c'est pareil, ouais, il avait le rôle principal justement de Beetlejuice. Mais ça a été en l'occurrence ces deux rôles marquants. Parce qu'à suite, on en reparlera tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on il y a une connivence, une association à faire entre sa carrière et le film. Alors on va attaquer avec un autre acteur principal qui est Zach Galifianakis. C'est un acteur, vous l'avez sans doute déjà vu dans les films Very Bad Trip entre autres, où il joue, j'ai plus le nom du personnage en tête, mais il joue le petit gros qui est dans les Very Bad Trip. Et autrement, on retrouve également Edward Norton. Alors lui, on le présente plus, hein. Vous l'avez vu dans Fight Club ou même dans American History X pour en citer que deux. Voilà pour les acteurs principaux. On va pas faire non plus tout le casting. Oh, t'oublies quand même Emma Stone et Naomi Watts. Oui, Emma Stone, pardon. Emma Stone, oui, que je t'avoue que je connaissais de nom, j'arrivais pas à mettre un visage sur son nom, et quand je l'ai vu, j'ai tapé son nom, j'ai fait d'accord, donc quand même, Emma Stone, c'est une bonne référence aussi, ouais. Et Tout à fait. tu voulais dire un autre acteur? Non, en l'occurrence, il y avait elle et Naomi Watts aussi présentes dans le casting du film. Qui est pareil, c'est une brochette d'acteurs plutôt bonne à la base, avec l'intrusion d'un Michael Keaton au départ, c'est surprenant, mais Ah bah c'est vrai que le casting est quand même assez relevé, hein. C'est quand même des sacrés noms qu'il y a sur l'affiche. Pour présenter un peu pour faire un petit speech du film, on va annoncer clairement la couleur pour commencer. J'ai vu le film, Steph Corossi, ça semble évident. J'ai pas du tout adhéré au film, et Steph Cor, c'est l'opposé. Alors, je vais vous faire un speech du film. Excusez-moi si je vais peut-être dire des grosses conneries parce que je l'ai perçu, j'ai pas vraiment aimé. Mais c'est justement dans cet intérêt-là que Steph Cor est là, c'est pour pour qu'on en discute et qu'on en débatte parce que c'est assez curieux. Alors moi, après avoir vu le film, de ce que j'en ressors, c'est que c'est Michael Keaton qui joue, j'ai perdu son nom. Enfin bref, l'acteur principal qui a joué à... veux-tu que je fasse le pitch à ta place? Vas-y, tu seras plus à l'aise que moi, je pense. Euh, L'histoire est assez simple. C'est Rigard Thompson. C'était un acteur connu, mondialement connu pour son rôle où il avait interprété Birdman, un film de super-héros. Et en fin de compte, au fil du temps, il est devenu un has-been. Et il tente de remonter une pièce de théâtre à Broadway pour retrouver sa gloire. Et là, tout le film se situe sur les quelques jours qui vont juste avant la première. Et là, il va y avoir l'affrontement complet entre la schizophrénie dont semble être atteint Regan Thompson et les égos d'acteurs, les difficultés de casting. Et ouais, on résume ça, c'est simplement, pour le résumer, un acteur has-been qui essaie de relancer sa carrière. Et on voit toutes les confrontations entre les différents égos, entre les différents acteurs, famille, acteurs, et autour de ce personnage. J'aurais pas fait mieux. C'est, oui, bah c'est l'histoire est bien racontée. À la dire comme ça, c'est pas comme ça que j'ai eu l'impression de l'apercevoir à l'écran. C'est le film est tourné, on a la sensation dans ce film que c'est un plan unique, c'est-à-dire que on ouvre la scène d'ouverture du film,
On voit Michael Keaton dans sa loge dans le théâtre, et durant tout le après durant les 2 heures dont dure le film, on va pas avoir l'impression, la caméra va bouger, va se balader à droite à gauche, et pour nous public, on va pas avoir la sensation qu'il y a des scènes de coupées avec un moment on est je sais pas, sur la scène, un autre moment on est dans les cuisines, peu importe. C'est vraiment on a l'impression que c'est c'est une caméra qui se balade dans le théâtre à droite à gauche et qui filme des moments pris à la volée, un peu comme ça. C'est assez déroutant. Au tout début, j'ai trouvé ça assez perturbant. Finalement, maintenant, après quelques jours de réflexion, c'est intéressant quand même comme vision comme manière de filmer. Ça devait être, je pense, hyper pénible à filmer, parce qu'il y a forcément il y a des moments où il faut faire des montages, des coupures, et donc ils sont obligés de faire des transitions et pas que ça se voit à l'écran. Mais ça rend plutôt bien à l'image quand même. Sur l'instant, je vous avoue que j'ai pas trop apprécié, mais maintenant, après quelques jours de réflexion et tout ça, c'est plutôt intéressant. Après, il y a dans ce film, il y a aussi quelque chose qui est assez bizarre, c'est l'accompagnement musical. C'est, de temps en temps, on va voir un orchestre qui va jouer en fond sonore, mais j'ai pas la sensation que c'est comme dans certains films où vous avez une musique qui accompagne la scène. Là, j'ai plus l'impression que c'est comment dire, une batterie, une sorte d'orchestre de percussion qui arrive là, qui arrive là, et même des fois je pensais, mais barre-toi, quoi. J'ai trouvé trop présente dans le film. Je sais pas trop ce que t'en as pensé, mais autant j'ai bien aimé la méthode la méthode de manière dont c'est filmé, autant l'accompagnement de la musique durant le film est assez perturbant, et je pense que c'est peut-être ça qui a contribué à ce que j'apprécie moins le film, parce que plusieurs fois durant la séance, j'étais sorti de l'histoire à me dire, mais ils sont relous, quoi, qui coupent cette musique qui m'emmerde, quoi. Bah, moi, je t'avoue, je suis pas à la base. Ouais, j'aime le cinéma, mais je suis pas du tout un technicien. Une belle photo va me plaire, mais je suis pas du tout à regarder la technique, prise de caméra, mise en scène et tout. Je suis plutôt un spectateur lambda. Et là, dans ce film-là, j'étais très surpris de me rendre compte au bout de 10 minutes, un quart d'heure, que justement, j'étais pas prévenu du tout du système plan-séquence qu'il a tenté. Et ça m'a marqué. À un moment, je me suis dit, mais j'ai l'impression que tout est tourné en une seule prise, alors qu'on voit bien les moments de transition sur les ouvertures de portes ou autres. Mais j'ai trouvé ça très sympa dans le fait que il parle d'une pièce de théâtre qui doit être mise en place, et je trouve que la méthode justement du plan séquence vient à tenter de reproduire ce système théâtre dans le cinéma, au cinéma, et d'en faire que d'un plan séquence. Pour la musique, je trouve aussi parfois c'est un petit peu perturbant, parce que justement, comme c'est des plans séquences, les montées en tension ou autres sont parfois assez longues à venir. La musique est justement sur ces petites phases de transition pour mettre la pression, pour dire cette scène-là va y avoir une confrontation. Et j'ai trouvé ça même limite un peu dommage, parce que ça, lorsqu'on fait attention à la musique, ça nous prévenait à l'avance de l'intensité de la scène à venir. Et j'ai trouvé ça un poil dommage. C'est pareil que sur ce point-là, je te rejoins. Je trouve que l'accompagnement musical n'était pas très bien choisi, et venait parfois limite à spoiler la scène à venir. Ouais, mais moi non plus, hein, je suis pas un technicien du cinéma, hein. Quand je vais voir un film, c'est pas dans l'intérêt de me dire ils ont utilisé telle méthode pour filmer, je vais aller voir ce film. C'est dans l'intérêt de me dire je vais me poser devant un film, c'est agréable. Mais là, c'est quelque chose où le plan séquence, on le remarque assez vite, hein, où c'est c'est assez original comme manière. La musique, dès le début, dès la première scène du film, qui est assez perturbante. C'est peut-être une petite alerte spoiler, où la première scène du film, la scène d'ouverture, vous voyez Michael Keaton qui est en lévitation dans sa chambre, avec il me semble qu'il y a de la musique, et je trouve que cette musique qu'on retrouve tout le long du film, ça fait un peu du genre le cliché des films qu'on peut retrouver du film, tu sais, des genres de films art contemporain un peu. C'est assez déroutant. Après, dans l'histoire en tant que telle,
c'est un énorme plan séquence, mais la balade, on suit toute l'histoire, tout ce qui se passe dans le théâtre au fur et à mesure, donc que ce soit les acteurs, la scène, les à côté, quoi. Et le plan séquence ne suit pas un seul personnage, mais au fur et à mesure à un moment où, imaginons, on suit un acteur, puis à un moment il va en croiser un autre pour discuter avec lui, je sais pas, d'une bêtise, et puis on va lâcher le premier acteur pour aller sur le suivant, etc. La caméra va suivre des actions au fur et à mesure, et puis un moment, peu après, on va retrouver le premier acteur que la caméra avait suivi, et puis elle va le reprendre à la volée et resuivre l'histoire. Bon, c'est une autre méthode de filmer, c'est plutôt sympathique. Après, Parce que ça, justement, ça montrait les interactions. C'est vrai que on va dire dans pas mal de films, on va avoir un plan avec justement deux acteurs qui discutent, on se maintient sur l'acteur principal et on repart. Que là, il y a une interaction qui se fait et on voit directement, tout de suite, en suivant le second personnage, la conséquence de cette discussion. Le second acteur va aller directement discuter avec une deuxième, avec un autre acteur, revenir sur le premier, mais donc on est plongé dans ce climat. Va y avoir des petites déformations de phrases ou des petites. J'ai trouvé ça très, personnellement j'ai trouvé ça très sympa parce que on est plongé et comme on a toutes les interactions entre les personnages au sujet d'une situation, on a tous les tenants, les aboutissants. Et j'ai trouvé ça très intelligent et très bien parce que parfois sur certains films il va y avoir deux interactions, après il va y avoir une interaction entre deux personnages, on se retrouve propulsé 5 minutes parce que on reporté sur cette conversation parce que ça a été discuté avec un autre, que là on n'est pas obligé de revenir et de nous faire un petit résumé de il s'est passé telle chose parce que justement on a pu suivre le fil de l'histoire en continu. Et moi, personnellement, ouais, ça m'a vraiment, vraiment plu. D'être directement plongé comme, c'est bête à dire, mais ouais, c'est un instant de vie, quoi. Comme dans la vie de tous les jours, de pas se retrouver décalé à ce qu'on nous fasse, comme dans beaucoup de films américains, on vous refait le speech de la conversation qu'il y a eu, je te fais un petit résumé, ce qui est assez pénible. Et j'ai trouvé la construction, sur les plans scénaristiques et dans les dialogues très intelligente pour justement être bien en phase avec le système de plan séquence. mais c'est une très bonne, c'est une manière de filmer qui est assez originale parce on sent vachement la vie du théâtre. Parce que pour rappel, l'histoire quand même, c'est la vie d'un théâtre avant la première représentation d'une nouvelle pièce de théâtre. Et vraiment, on sent du début jusqu'à la fin que un théâtre c'est plein de monde, que c'est vachement sympa. Après, c'est assez curieux. Pour en revenir sur l'histoire, maintenant qu'on a parlé, on s'est un peu étalé sur la manière de filmer, la musique, tout ça. Sur l'histoire en tant que telle, c'est assez déroutant. Moi, j'ai eu du mal à accrocher. C'est assez original parce que ça va être encore une alerte spoiler. Si vous voulez pas, je pense qu'on va la mettre du début jusqu'à la fin de l'émission maintenant. Si vous voulez plus vous faire spoiler le film, n'écoutez pas la suite parce que comme ça, on vous vendra pas le film. C'est assez, comment dire, c'est l'histoire est assez bizarre, quoi. C'est où on suit des étapes c'est des scènes de vie qui s'enchaînent, mais j'ai pas les mots, comment dire. Bah, en fait, ce qu'on suit, c'est j'ai donné mon peut-être un avis un petit peu plus concret et en même temps peut-être le pourquoi est-ce que tu n'as pas aimé le film et pourquoi je l'ai aimé. Juste pour dire aux gens, entre Oasis et moi, il y a quand même une bonne différence d'âge. J'approche des 40 ans et Oasis à peine à la vingtaine. J'en ai 21, ouais. Voilà, 21 ans et j'en ai 38. Et moi, Michael Keaton, je l'ai connu à l'époque Batman. Pour moi, c'est Batman. Justement, les Tim Burton ou autres, j'ai connu Beetlejuice, j'ai connu. Donc, même les sorties au ciné, j'ai été voir Batman à l'époque au cinéma. Et le fait que d'utiliser Michael Keaton pour représenter un has-been était parfaitement juste parce que parce qu'il était, justement, il est devenu has-been. Et là, il essaie de relancer sa carrière et on le voit confronté à toutes les difficultés d'une personne qui va rechercher une gloire absolue. Et plusieurs fois dans le film, c'est bien rapporté que c'est cette recherche de gloire qu'il recherche. Et moi, j'ai pas vu l'acteur
dans le film. Je voyais Michael Keaton. Je me représentais le Batman de l'époque et je me suis parfaitement fondu dans Michael Keaton, pas sur justement le personnage principal de Regan Thompson. Euh, et j'ai adoré comment dire son jeu. C'était tout plongé ouais justement dans la schizophrénie. On avait un Edward Norton dont on connaît la réputation, qui a fait péter plusieurs câbles à des réalisateurs, qui joue un acteur hyper égocentrique. Ah ouais, Edward Norton, alors on va le présenter un petit peu ce qu'il fait. C'est durant les répétitions, il y a un des quatre acteurs de la pièce de théâtre qui va pas et où il y a un événement, ce qui fait qu'il ne joue plus. Et et au final, ça va être on va remplacer par un autre acteur qui s'appelle j'ai même pas son nom, enfin qui est joué par Edward Norton, et, qui est un acteur ouais qui a un bon boulard quand même quoi, et qui va finalement vouloir un peu s'approprier la scène, s'approprier le théâtre, même s'approprier la pièce quoi. Et on va avoir plusieurs fois des scènes où on va retrouver le personnage joué par Michael Keaton qui va s'engueuler avec Edward Norton parce que Michael Keaton, qui veut retrouver la gloire, veut absolument que ce soit lui qui soit mis en avant qu'on dise que ce soit la pièce jouée par Michael Keaton quoi, pas que ce soit la pièce jouée par le personnage de Michael Keaton et le personnage de Edward Norton, et on va avoir des batailles d'ego quoi. Et puis en plus on retrouve le personnage joué par Edward Norton qui est assez comment dire, un peu impulsif quoi. Par moments il va tenter des trucs qui vont complètement déstabiliser les autres acteurs de la scène de théâtre, où j'ai en tête un moment où une des scènes dans la pièce de théâtre où c'est lui et une actrice qui doivent jouer le fait qu'ils sont en train de coucher au lit, et finalement il en arrive que il est il se dit à un moment, il dit à l'actrice, plutôt que de faire semblant, on le fait vraiment. Et ça montre vraiment que c'est un acteur qui cherche à déstabiliser, qui est assez déroutant. C'est assez perturbant. On le retrouve. Au début, je me suis dit il va être bien. Puis finalement, je l'ai détesté dans ce film. Pas sa manière de jouer. Je parle de son personnage en tant que tel. Ouais, il se prend pas pour de la merde. C'est plutôt sympa, mais je sais pas trop comment développer. Il cherche vraiment quand il arrive, c'est ouais, moi. Je fais enfin, on me dit, on me dit ce que je dois faire, mais après, je fais comme je le sens, quoi. C'est un peu ça. Bah, la différence, c'est que on a Michael Keaton qui veut respecter l'adaptation de la pièce en cours et qui va avoir ses règles d'acteur, mais du jeu d'acteur, alors que on a un personnage d'Edward Norton qui veut non pas être acteur, mais qui veut être le personnage. Et même ça, j'ai bien aimé, parce qu'on a Michael Keaton, on va dire traditionnel, et même on voit la différence entre les deux générations. Michael Keaton est beaucoup plus ancienne que Edward Norton, et même là, on a une confrontation de jeu, et même générationnelle, entre un acteur qui veut être le personnage et un acteur qui veut représenter, jouer le personnage. Et ces deux confrontations de style viennent, comment dire, comme tu disais, ouais, en confrontation permanente. Edward Norton qui va se permettre de changer le texte, Michael Keaton qui veut un respect règle strict du texte et de l'adaptation qu'il a produite. Ça vient de mettre le feu, mais c'est ce qu'on a droit à quelques jours. Comment dire, c'est ce que moi je me représente un petit peu dans les acteurs, parce que être acteur, c'est voilà, vouloir jouer la comédie, mais c'est aussi surtout comment dire, être vu par le public, avoir un ego, et les deux ont un ego surdéveloppé. Si justement le personnage d'Edward Norton essaie de faire croire que il veut incarner un personnage et ne recherche pas la gloire, alors que c'est forcément comment dire une chose, parce que tu remarques
il essaie justement de faire croire aux autres que son ego n'est pas à être mis en avant, alors que ça va être celui qui va essayer d'abuser, comment dire, et de faire dépenser de l'argent supplémentaire pour des broutilles, Oui. sur le simple fait qu'il est l'acteur principal, qu'il a besoin d'incarner, et je vais me faire livrer des différents matériels, de l'alcool ou autre. Ah oui, une cabine à UV qui se fait livrer pour avoir un bronzage campagnard, parce qu'apparemment son personnage dans la pièce, ce serait, enfin, ça collerait mieux au personnage s'il avait un bronzage pour la pièce, quoi. Où il se fait livrer justement une cabine à UV, alors qu'au final on en arrive, il y a pas d'intérêt, quoi. Et puis c'est juste un personnage, il veut vraiment s'approprier le personnage, mais il en fait des caisses aussi, quoi. Alors que Michael Keaton, il veut absolument, comment dire, il veut que ce soit, j'ai la sensation qu'il veut que Michael Keaton, que les gens réalisent que c'est le personnage de Michael Keaton qui joue un des personnages dans la pièce. Alors que pour le personnage d'Edward Norton, on a plutôt l'impression que c'est un personnage qui est joué par Edward Norton, mais c'est assez bizarre, c'est assez lourdingue. Je l'ai pas aimé, Edward Norton. C'est assez pénible. Après, sur le rôle en lui-même, j'ai mis du temps à comprendre que c'était Edward Norton qu'ils allaient s'engueuler pour ça, quoi, parce qu'il y a même si dès le début, quand c'est une autre actrice de la pièce de théâtre qui réussit à récupérer le personnage joué par Edward Norton, et elle le présente comme elle annonce la couleur dès le début, quoi. C'est assez perturbant, quoi. Bah, c'est une confrontation d'ego, bah, chose que nous, je veux dire, simple mortel non acteur, on peut et à pas dont on souffre pas d'ego surdimensionné. Je sais pas pour toi, Alice, j'ai peut-être un doute, mais Merci, c'est gentil. mais on souffre pas de cela, donc mais au sein d'un théâtre ou au sein des comédiens, ça m'étonnait absolument pas, quoi. Et mais j'ai adoré comment dire, les jeux des deux acteurs. J'ai vraiment aimé parce que bah voilà, simplement ouais sur on va faire beaucoup plus simple. Leur personnage, il le joue parfaitement bien. Et justement, Edward Norton doit être énervant. Il l'est. Michael Keaton doit être énervant et en même temps parfois te faire un petit peu pitié. Il y arrive aussi parfaitement. Moi, j'ai vraiment adoré, même les autres personnages, le personnage joué par Emma Stone, oui, qui joue la fille du alors, vu que je n'ai pas les noms des personnages, je veux dire Emma Stone joue la fille du personnage joué par Michael Keaton. Voilà. Voilà, vous avez peut-être visualisé. Désolé si on n'a pas les noms en tête. Mais c'est quelque chose qui m'est passé un peu au second plan au fur et à mesure du film. Bah, que moi j'ai bien aimé aussi cette confrontation là de la fille paumée. C'était un peu cliché, quoi, la fille de star paumée qui sort de cure de désintox. Au départ, j'avoue que même moi j'ai fait ça va être un peu relou, ça va être le cliché, et en fin de compte elle joue parfaitement bien. Elle joue parfaitement ce décalage de de la petite fille, je me plains alors que j'ai une cuillère en argent dans la bouche. Elle tient parfaitement le rôle, et même la confrontation qu'elle a un moment avec Michael Keaton sur le fait qu'il n'est plus célèbre et qu'il ne sera pas célèbre parce qu'il est complètement en dehors de la réalité. À un moment, ouais, elle lui lance, comment dire, sur le fait qu'il n'apparaisse pas sur les réseaux sociaux ou autre, donc il est totalement has-been. C'est simplement, elle le joue à la perfection, alors que même cette scène-là, pour être un cliché quand j'entendais, pour avoir revu le film une deuxième fois, de me dire que le texte pouvait être un poil cliché mais elle le joue parfaitement bien. Moi, au niveau des acteurs, j'en vois pas un qui soit, comment dire, à la ramasse ou qui joue pas bien. Ils m'ont tous étonnés, les uns et les autres. Je m'attendais pas du tout à ce qu'ils soient tous aussi bons, quoi. Ouais, certes, chaque acteur est bon, mais l'histoire en elle-même, je trouve que même si on raconte c'est une scène de vie d'un théâtre avec les répétitions générales avant vraiment la première, je trouvais ça assez long et assez déroutant.
assez long parce que même si on fait vivre même si on observe les diverses scènes de vie du théâtre avant les répétitions, donc on voit la préparation des acteurs, les scènes de vie dans les différentes loges, etc. J'ai trouvé ça long, quoi. Il y avait des longueurs, il y avait des Edward Norton Michael Keaton, pardon, qui qui pète des câbles ou dans sa loge. Enfin, on sent que ça le travaille, mais au final l'histoire est bien montée. Plus on en parle, plus je me dis que je le regarderai pas une deuxième fois pour autant parce que j'ai trouvé ça long. Mais l'histoire est bien ficelée. Mais c'est pourtant il y a des scènes un peu tordues. J'ai l'impression, vu que c'est une nouvelle manière, donc vu que le film a été filmé d'une manière assez pas conventionnelle, on va dire, ça m'a dérouté et finalement j'ai pas pris de plaisir à le regarder parce que il y a des flashbacks qui sont faits. Pourtant le film est filmé d'un seul trait, mais il y a des flashbacks, des avancées dans l'histoire qui sont faites et c'est assez bizarre et c'est assez déstabilisant et c'est là-dessus où plusieurs fois je me suis fait mais wow quoi, qu'est-ce qu'on fait comme ça quoi, on a l'impression d'un même plan séquence, donc on pourrait se dire on va partir je sais pas de 9h du matin, on part de 9h du matin et puis plus le temps avance plus et on reste dans la même heure quoi, alors qu'à un moment on va avoir le personnage qui va rentrer dans sa loge, une scène va se passer et juste après on va l'appeler pour pof qu'il a joué sur scène, alors que juste avant les acteurs qui sont dans la pièce qui étaient autour de lui et avant ils étaient dans une autre, ils faisaient une tâche complètement à côté de la pièce de théâtre et juste après on va les retrouver sur scène en train de jouer et c'est quelque chose qui est très perturbant et j'ai eu du mal à m'y habituer. Et c'est sur ça, je pense, que j'ai eu du mal à rentrer dans le film et à cumuler avec ça, avec je vais revenir sur la musique qui m'a sorti du film plusieurs fois. Finalement, c'était pas très agréable, quoi. Je sais que toi tu l'as bien aimé, mais j'ai eu la sensation de sortir du film plusieurs fois parce que t'es obligé de te dire, mais wow, attends, on est rendu où, là? Et c'est quelque chose où j'ai du mal à l'accepter, je pense. Je pense qu'il y avait ce qui était assez étonnant à voir, c'est que justement on voyait la vie du théâtre, c'est-à-dire que quand tu vas voir une pièce de théâtre, tous les acteurs n'attendent pas assis sur une chaise derrière leur rideau leur entrée. Non, c'est vrai. Justement, ils vont être dans leur loge en train de discuter, je sais pas, avec l'éclairagiste, en train de lire un journal en attendant, et là on va les voir et on va lui dire dans 2 minutes sur scène. Et là, hop, le mec se prépare, c'est sûrement préparé, maquillé, un peu concentré, et il part sur scène. Et c'est ça qu'on a vu. Donc il y a des fois ça sortait justement parce que ceci on ne le voit pas d'habitude. Ça reste caché. Une pièce de théâtre, comme je disais, on la voit, on voit les acteurs rentrer, sortir, mais qu'est-ce qu'ils font en attendant de rentrer? Parce qu'il y a des passages où ils vont être 20 minutes, ils ne vont pas être là pendant. Et là, on le voit. Donc, il faut être sur ce rythme de vitesse. Après, quand tu dis sur les scènes un petit peu particulières, c'est simplement on rentre sur la schizophrénie de justement de Michael Keaton, de son personnage. Il se retrouve avec Burman en apparition de temps à autre ou dans sa tête parce que oui, au début on entend au début pardon de te couper. Au début du film, on entend que la voix de Birdman en voix off qui le hante. Et puis plus le temps passe, plus il y a le Birdman rentre de plus en plus dans l'environnement du personnage joué par Michael Keaton, au point qu'à la fin, ce soit un personnage supplémentaire à l'histoire. Mais tu vois, c'est un peu comme, je vais peut-être faire une analogie basique, mais c'est un peu comme dans la vie de tous les jours. Quand tu fais une action pour te débarrasser de quelque chose, ou plus tu vas, comment dire, te prolonger et à réaliser cette action, plus que tu essaies d'évacuer va être présent. Et là, c'est le système de la schizophrénie, et en l'occurrence, c'est ce qu'il vit. Il veut se débarrasser de Birdman, donc jusqu'à temps que la première soit de la pièce de théâtre soit apparente, Birdman va venir de plus en plus être présent. Qui va, entre guillemets, s'il lui met des bâtons dans les roues, mais plus il sera présent parce que tu essaies de te débarrasser de ce personnage, de te donner une nouvelle image, de dire que Birdman va disparaître de ta vie, ça sera plus qu'un souvenir, plus Birdman
jusqu'à temps que le rideau s'ouvre, sera présent et il te viendra t'oppresser en te disant est-ce que je vais pas jouer du style Birdman? Non, je dois m'en détacher. Je dois jouer moi-même le personnage, la pièce que j'ai écrite. Et cette schizophrénie-là, je l'ai trouvée parfaitement représentée. Et ben, toujours, comme je disais tout à l'heure, du fait que pour moi, Michael Keaton est un personnage has-been avec Batman, et cette image du Batman qui l'oppresserait pour réaliser un Birdman, ou pour réaliser, comment dire, une pièce, ça m'étonnerait absolument pas. Après, il y a des passages du film, où j'ai pas plus accroché que ça. Il y a là, comment dire, celle où il se retrouve en slip en train de traverser Times Square. Alors autant elle apporte pas grand chose, enfin elle apporte rien. Si elle apporte qu'on voit que le public se souvient encore de l'acteur pour Birdman, parce qu'il est même, et elle est assez insolite parce que il est dans la rue en slip et pourtant les gens le voient et le reconnaissent en faisant c'est Birdman. Et c'est là qu'on voit que lui qui essaie de s'en débarrasser, le public cherche quand même, quand il rencontre du public, le public le ramène encore à Birdman. Ça va le hanter encore plus, quoi. Bah, tu te dis, je sais pas si l'image est, l'image est un peu simple, mais tu dis que même le personnage, une fois mis à nu, le public revient quand même le relancer sur Birdman. Et c'est peut-être une image symbolique un peu simple, mais c'est ça. Et sincèrement, c'est ce que je voulais dire aussi, c'est ça. Hein. Et par contre, tu vois, je la trouve pas utile. Parce que peut-être que pour certaines personnes, ils avaient besoin de cette image-là pour un petit peu plus impliquer, voir la relation entre Birdman, le public et l'acteur. Mais elle est très marquante, elle est très bien filmée, ça fait un peu style docu, c'est pas mal. Mais j'ai pas plus accroché que ça. Alors qu'il y a d'autres petits détails. Lorsqu'il se prend la tête avec la critique, j'ai trouvé ça juste excellent, quoi, parce qu'il avait tout à fait raison. C'est une chose. Moi personnellement, je m'intéresse absolument pas aux critiques. Ils nous en ont fait la démonstration dans le film, parce qu'un critique, comme là on la voit, elle avait décidé de le tailler avant même que la représentation soit faite. Et bon nombre de juste pour une affaire de goût au final. Voilà, et ça on peut remarquer que très souvent dans les médias, si c'est entre copinage ou autre, moi je sais que les critiques j'y prête aucune attention. Donc ne prêtez pas trop attention à notre critique. C'est vrai qu'on fait la bonne pub pour l'émission là, mais c'est pas grave. Non, on n'est pas critique. Hein. Non. Comme je l'ai dit dans les premières émissions, on partage notre avis, on en discute. Mais prenez pas ça à titre de critique. Hein. Ah ouais, non, c'est des avis quoi. Simplement. On est amateur, de cinéma et on en parle, c'est tout. Mais non, c'est pour ça, il y a des scènes qui sont hyper intéressantes, comme d'autres où tu peux t'en détacher un petit peu, mais sur le traitement, moi personnellement, j'ai vraiment aimé le film, sur sa réalisation, sur les acteurs, sur le fond, sur la schizophrénie, mais parce que non, et bizarrement, parce que moi, tu vois, des films à Oscar ou des films à César, très souvent, je décroche. Il y a très peu de films sur lesquels. Mais si, par contre, je voulais revenir sur un point que j'ai vraiment pas apprécié dans le film. C'est le plaisir qu'ils avaient quand même à tailler les films de super-héros. Plusieurs fois dans le film, on se rend compte que il prend un malin plaisir en disant moi je fais du cinéma. Je parle de Alejandro González Iñárritu. Moi je fais du cinéma et à côté il y a les films d'action, les films de super-héros et c'est vraiment pas terrible. Et ça j'ai trouvé ça un petit peu facile, un peu élitiste. Ça m'a pas trop plu. Après c'est un avis, hein, c'est l'avis du réalisateur, comme tout avis ça se respecte. Mais j'ai pas aimé cette critique là. Mais autrement le film, tu vois, je l'ai vu 2 fois et bizarrement je pense qu'à un moment ou à un autre, j'aurais aucun souci à le revoir. Pas moi, mais bon. C'est parce que là, je me rends compte que au fur et à mesure qu'on en parle, on parle de différentes scènes. Quand on prend les différentes scènes ou qu'on y réfléchit autour, je me dis, c'est bien. Mais quand tu le revois, cet enchaînement comme ça cet enchaînement de scènes pendant 2 heures, qui en même temps est couplé à un montage
où t'as l'impression que c'est un seul plan séquence, où t'as des fois des noirs, mais t'as quand même la sensation que c'est un seul plan séquence, où t'as l'impression que c'est la vie d'un théâtre, où c'est, dans la vie d'un théâtre, même si d'accord, c'est l'histoire il y a une pièce de théâtre qui va se jouer, et même si c'est un film où il faut divertir le public, t'as l'impression que par moment, il y a des trucs où il y a pas de rythme, où c'est plus mou, c'est plus calme. Et en même temps, et t'as des scènes par moments qui sont complètement, qui sont pleines d'action, très agitées, et à un moment t'as des scènes complètement absurdes et complètement fantastiques. Et c'est un mélange, là c'est tout ce mélange d'absurde en même temps avec du réaliste, et puis avec ce plan qui fait que le rythme est assez bizarre, différent des films qu'on connaît habituellement. C'est ça qui a fait que j'ai eu du mal à l'enchaîner. C'est ça qui fait que je pense que je le regarderai pas avant longtemps, parce que j'en ai un mauvais souvenir, parce que c'est mou, quoi. T'as des moments, même si j'aime bien pourtant certains films qui sont calmes et mous, où l'action met du temps à arriver, mais là tu te dis, c'est quand que ça se finit, quoi. C'est des détails, quoi. Je sais pas, c'est cet enchaînement de fantastique, pour en parler d'une scène à la fin, enfin vers la fin du film, quand à partir du moment où on voit le personnage de Michael Keaton qui marche dans la rue, et quand il claque des mains, et tu sais, où il casse une voiture, et t'as un énorme Birdman qui arrive, je l'ai pas compris. Je veux dire, on retrouve le personnage de Birdman qui le hante, et si j'ai bien compris, si j'ai l'impression d'avoir compris, ce serait l'environnement de Birdman qui ressort dans la réalité. Non, non, c'est juste sa schizo. C'est, en fin de compte, à ce moment-là, il se met à affronter. Il a réalisé sa pièce. Ouais. Il est dans l'attente de savoir Si elle a plu. si elle a plu ou pas. Et donc là, il est en plein affrontement. Et il affronte Birdman pour s'en séparer, pour le tuer, parce que tout simplement pour le tuer, le faire disparaître de sa vie. Donc il est obligé de se confronter une dernière fois à lui pour totalement. Et il se retrouve entre sa pièce de théâtre, est-ce qu'elle a marché ou pas, et derrière Birdman qui est toujours présent. C'est qui va gagner? Est-ce que ça va être lui, l'acteur, et sa pièce de théâtre, ou est-ce que ça va être encore Birdman qui va gagner, qui va lui pourrir sa vie encore pour des années? Et c'est une symbolique peut-être très simple, hein, que j'ai peut-être vu très simplement, mais ça m'a plu parce que c'était ce dernier affrontement. Et tu vois que au moment où il a la critique, il a la solution, son état il change. Il se met il part aussi encore en trip. Il part en trip. Ouais. Mais c'est une libération, son trip. Bah tu vois, le fait que j'ai eu du mal à accrocher au film déjà avant, enfin j'étais déjà un peu déconnecté du film avant, a fait que là ce que tu viens de dire dans le film, je l'avais pas tellement perçu. C'est même la scène assez fantastique où il veut dont tu viens de parler là, où finalement moi quand j'ai vu cette scène arriver, j'ai fait oui d'accord, enfin qu'est-ce que c'est quoi, pourquoi? C'est sur le moment je fais ok, pourquoi il y a cette scène là, je comprends pas, parce que l'histoire en elle-même fait que j'ai du mal à, je me répète encore, j'ai du mal à adhérer au film, et que là-dessus j'ai fait bah ouais, mais le fait que j'ai trouvé le temps long au bout de 20 minutes de film, je trouvais déjà le temps long, a fait que les scènes de fin du film, où finalement, quand maintenant, après en avoir discuté avec toi et avoir lu deux trois critiques pour essayer d'en savoir un peu plus, je les ai quand même pas perçus, quoi. Et sur le moment, quand t'es au cinéma, tu te dis mais merde, quoi, si sur l'instant du film tu comprends pas, tu perçois pas ça, tu perds un peu de public, quoi. Oui, ouais. Et c'est quelque chose où c'est peut-être complètement, ça va peut-être bébête ce que je dis, mais c'est quelque chose où au final c'était pas plaisant. L'histoire elle-même est sympa, mais c'était pas plaisant. Et c'est arrivé du fantastique qui représente la bataille avec Birdman. Au final, elle fait un peu tordue. Bah, Ça fait décousu dans le film.
Hmm. ça fait pas organisé, quoi. Ah C'est bah oui. dès le début. Sur la première heure du film, tu suis la vie du théâtre, où il se passe des événements, mais enfin si, il y a du fantastique dès le début, au final. Là, je viens de me rappeler que dès la première scène du Oui. film, il fait bouger des objets sur son bureau, et tu vois, là, maintenant que j'y repense, j'arrive pas à percuter de pourquoi il y a ces trucs-là. Pourquoi, au début du film, il fait bouger un objet sur son bureau, après il retourne sa chambre juste comme s'il avait des pouvoirs magiques, et Mais on sait que c'est faux parce que je sais pas si tu te rappelles la scène où on a l'impression qu'il arrive en volant au théâtre et tout, et au moment où il rentre dans le théâtre, derrière t'as un mec qui rentre, c'est le taxi, qui lui fait monsieur, faut quand même me payer ma course. Donc tu sais que la scène oui, d'avant, la scène d'avant, c'est du trip, c'est sa schizo. Le mec reste, comment dire, encore ancré dans sa tête avec Birdman en lui. Euh, c'est ce que je veux dire, c'est le pouvoir de Birdman qui nous est représenté, c'est le pouvoir et la petite gloire qu'il a encore dans le milieu. ouais, mais c'est Mais quelque chose où c'est une fois la scène passée, où tu te dis, enfin sur la fin de la scène, où tu te dis, où, où t'as l'impression de percevoir ah bah en final c'était son trip, au final c'était ça, et c'est ça que j'aime pas, c'est ça que que ce soit à la fin d'une scène qui est un peu complexe, même si au final je suis d'accord que peut-être que je prenais pas de plaisir depuis le début, ce qui fait que j'ai pas percuté non plus, mais hmm, ou dès le début ou dès sur les scènes comme ça, où au final tu fais mais pourquoi il y a ça, et au final tu fais ah donc la scène qu'on vient de voir c'était un de ces tripes. hmm, Ok, d'accord, je peux avancer dans le film. C'est pénible, quoi, où t'as finalement le dénouement de certaines scènes plus tard dans l'histoire, c'est pas agréable, quoi. Ça fait l'organisation tordue, et au final, ça m'a perdu dans le film. ouais. Bah c'est la symbolique t'as pas parlé alors que ouais moi je l'ai trouvé très simple comparé à d'autres films. Il y a des fois il y a des symboliques dans certains films. Waouh, ça va très loin quoi. Je me souviendrai d'un film avec David Lynch où t'avais une pluie de glands sur un toit et tu fais ouais et j'ai un pote qui me fait ah non mais tu sais que le gland ça représente la mer. Tu fais quoi? Et parce que c'est mince dans les rêves de merde la traduction des rêves de Freud où le gland représente la mer et tu regardes la mer et tu fais mais sérieux quoi. D'accord, ouais, ben Donc c'est donc un tu peu pareil ce que tu dis, ouais ouais. voilà et tu dis mais là non faut que le mec il arrête de fumer hein non c'est ça va trop loin et que là j'ai trouvé la symbolique très simple dès la base dès le début tu comprends que le perso il est totalement déséquilibré et donc à partir de ce moment-là je suis rentré dans son trip peut-être parce que je le sais aussi sans le savoir peut-être faut que je consulte mais je suis rentré très facilement dans ce trip là quoi et attends je vais prendre un rendez-vous le psy mardi demain je suis libre ou pas mais si après c'est comme tout film où il y a une petite représentation symbolique soit tu rentres dedans ou tu rentres pas et là je t'avoue que j'en suis le premier étonné à être rentré dedans et peut-être que je me plante totalement hein, que si je lis des critiques Bah, il y a plein de choses qui vont m'avoir échappé hein. quand tu vois sa notation sur Allociné pour prendre comme référence, tu vois qu'il est quand même bien noté, qu'il a Hmm. quand même pas pardon, qu'il a quand même pas une notation ridicule, ce qui veut dire qu'il y a quand même pas mal une majorité de gens qui qui sont rentrés dans le film, mais mais je pense que si t'arrivais pas dès le début à être plongé dans l'ambiance particulière de ce film, t'avais du mal après à comprendre la suite du film, et à prendre du plaisir sur ces détails qui sont particuliers au film, du genre l'explication de certaines scènes plus tard, et c'est ça qui fait que on prend pas que c'est un peu du tout ou rien, c'est tu aimes ou tu aimes pas. Je pense, je dis peut-être une grosse connerie, mais le mitigé, à mon avis, sur ce genre de film, ça doit être compliqué, parce que si t'es pas rentré dans le Ah oui film, si t'es pas rentré dans le film, tu t'aimes pas tout court. C'est pas comme dans certains films où t'aimes pas certains passages, mais au final, vu que ça s'enchaîne après différemment, vu que c'est d'autres plans, et une autre partie de l'histoire qui est complètement ailleurs, tu peux apprécier une autre partie de l'histoire. Alors que là, vu que c'est un grand plan séquence, si t'arrives pas à rentrer dans le début du plan séquence,
ce sera très dur d'y rentrer plus tard. Et c'est ça qui a fait que, au final, certains n'aimeront pas, dont moi. Ah voilà, c'est ça. Mais t'as parfaitement résumé le Birdman. C'est tu rentres ou tu rentres pas. Si tu rentres, voilà, tu vas prendre ton pied. Tu rentres pas, bah tu restes ouais au pied de la porte et au final tu vas juste te passer 2 heures à grignoter tes pop-corn et à t'ennuyer fermement. Ça là-dessus, je suis d'accord. Mais t'as quelques films comme ça, mais moi j'ai eu de la chance. Peut-être de la chance. Je suis rentré dedans et j'ai accroché. Il y a quelques rares films comme ça. Le dernier dont je me rappelle où c'était, oh c'est très vieux, mais c'était Harry, un ami qui vous veut du bien, ou c'était tout autant divisé. Tu peux pas avoir un avis mitigé. Soit tu rentrais dans le film ou tu y rentrais pas. Et là, ouais, pour Birdman, c'est ça. Donc, tentez les 15 premières minutes. Si vous voyez que vous accrochez pas, stop. Si vous allez, je vous dis quand même, ce serait un peu con de sortir de la salle au bout de 15 minutes parce que c'est quand même un film qui a Ah, il y a des scènes magnifiques. des scènes qui sont quand même assez fantastiques, hein, et au final, vous allez quand même sur l'histoire qui est quand même décousue. Si tu prends les scènes indépendamment, comme on vient de le faire pendant une petite heure, on se dit quand même que c'est quand même les scènes sont bien. Quand tu rêves maintenant à dans la salle, j'y prenais pas de plaisir, mais maintenant à y réfléchir là depuis 2 jours, je me dis que quand tu prends certaines scènes et que tu réfléchis par rapport à l'histoire du film, c'est bien amené, mais dans l'enchaînement dans la salle de cinéma, sans avoir lu le speech, dans mon cas par exemple, ça va être compliqué. Ah bah pareil, moi ça va être compliqué. j'avais pas lu du tout le. Bah tu vois, moi pour les films, je regarde pas de bande-annonce, je regarde pas de critique. Bah moi non plus. Je vais directement, comment dire, voir le film, et là c'est ce que j'ai fait, et j'avais pas besoin. Bah j'ai vu la bande-annonce du film là il y a en préparant un peu cette émission, et la bande-annonce ne vend pas le film, elle vend mal le film. De ma sensation à ne pas être rentré dans le film, elle le vend trop bien, je trouve. Elle te vend la scène avec tout le fantastique là où il est dans son trip de vouloir tuer Birdman, sauf que ça dure très peu de temps dans le film, quoi. Ah oui. C'est compliqué de résumer ça en une bande-annonce, ce qui fait que c'est très tordu, c'est lourdingue. C'est assez bizarre. Bah, c'est le but d'une bande-annonce, hein, c'est juste de vendre le film, de pas, d'absolument pas te dire ou te raconter. Ouais, mais c'est mal vendu là, je trouve, oui. parce que le film est compliqué à vendre. Ah oui. Et que la bande-annonce, tu peux te dire ça a l'air bien, au final tu prendras pas de plaisir dans vous en prendrez ou vous en prendrez pas. Je dis j'en prendrai pas parce que je n'ai pas pris, mais si vous en prendrez, ça pourrait être agréable et sympathique, et vous ressortirez de là, vous direz mais il est con, vas-y, il a dit que de la merde, c'est génial comme film, mais au final j'écouterai pas ce qu'il dit, mais je vous conseille pas, hein, mais Ou on sait inversement, jamais. hein. Ou inversement, hein. Ça va être moi qui vais en prendre pour mon grade en disant mais attends, quand il l'a vu, il a fumé Steph Core, c'est bon quoi. Je veux le nom de son dealer quoi, c'est pas possible. Mais ça a plu à beaucoup de gens parce qu'il a quand même eu un Oscar, ce qui veut dire qu'il a quand même il a quand même plu à une majorité de personnes qui ont noté ce film-là, c'est qu'il a quand même des professionnels, ouais. Oui, des professionnels du cinéma. Bah tu vois, sur IMDb, il est à 8/10, hein, ce qui est quand même pas très Non, très ce qui est courant. pas, il y a mieux, quoi. Ah bah ouais, mais déjà 8/10 sur IMDb, c'est déjà pas si mal que ça. Mais non, moi c'est un film ouais que je conseillerais. Soit après faut rentrer dans l'histoire, mais vu tout ce qu'on vous a spoilé, à mon avis. Ah bah je pense que dans les commentaires de l'émission ce sera mis un gros alerte spoiler, parce que autrement ce sera moins sympathique. Si vous rentrez dans le film et que vous avez déjà écouté si vous écoutez cette émission pour aller voir le film après, allez, faites-le, mais ce sera moins sympa que si vous allez voir ce film en partant vers l'inconnu, parce que je pense que si vous rentrez dans le film, au final, vous aurez du plaisir à découvrir chaque détail et chaque scène, alors que si vous écoutez cette émission où on a expliqué certaines scènes, vous sortirez de là, faire ouais, bah, je savais déjà ça et ça et ça, et au final, c'était moins sympa, quoi.
Ouais, on aurait fait un beau spoil. Mais... C'est ça. Ouais, bon, bah, c'est pas très grave. non, c'est pas grave, mais en tout cas, Ça, ça m'est déjà arrivé d'en faire dans d'autres émissions et ça m'arrivera d'en refaire dans les prochaines. Donc, au final, bon, ils le savent aussi, les gens. Exactement. Bah, je crois qu'au final, on a fait à peu près le tour, hein. Ouais, c'est... J'aurais pas réussi à te convaincre, mais bon. Non, bah, c'est toi qui m'avais vendu sur Skype à me dire, va le voir, tu vas aimer, même samedi, là, quand j'ai voulu aller le voir, où tu m'as dit, je te disais, j'hésite entre plusieurs films, tu me dis, va le voir. Bon, et je me suis dit, bon, allez, il m'a déjà conseillé plusieurs films que j'ai bien aimés, je vais y aller. Au final, bon. Bah, la prochaine fois, tu diras, ouais, j'ai peut-être regardé les bandes annonces, voir les critiques, t'es gentil, Tefkor, mais bon, je m'en souviens avant, là, j'ai perdu 2 heures de ma vie. Ouais, bon, c'est pas très grave. Ouais, oh, t'as été gentil, hein, tu m'as pas rebalancé d'insultes en ressortant du cinéma. T'aurais pu, hein, je me serais pas vexé pour autant. Ah bah, je... T'en pensais pas moins. Si, parce que j'ai quand même eu après réflexion, j'ai été un peu fort, mais en sortant du film, j'ai eu clairement la sensation de me dire, j'ai perdu 6 euros et 2 heures de ma vie, quoi, où je me suis emmerdé. Maintenant, quand tu réfléchis, on se répète. Mais quand tu redétailles le film et les scènes, c'est bien. Enfin, c'est bien construit. Mais quand tu vas voir quand tu rentres pas dedans, j'ai eu clairement l'impression de me perdre dedans. Tu vois, un film est quand même bon si tu vis avec pendant plusieurs jours. Et là, en l'occurrence, c'est ce que t'as fait. Ouais, parce que après j'ai j'ai regardé des critiques, j'ai lu des avis, et quand tu vas un peu plus loin que juste la séance de cinéma et après la séance, tu te dis c'est bon, je passe à autre chose, je vais voir d'autres films. Là où, vu que je savais déjà qu'on allait à faire une émission et je me disais, forcément il est resté dans ma tête, et c'est maintenant à me dire plusieurs jours après en le laissant un peu mariner, de me dire tu le savoures un petit peu, même en ne l'ayant pas aimé pendant la salle. Mais bon, c'est quand même pas... T'es peut-être en train de te dire, j'ai peut-être manqué quelque chose, quoi. Il y avait un vrai fond et... Je sais pas si je prendrais le risque quand même de le regarder une nouvelle fois. Ah, faudrait peut-être. Si ça en Blu-ray, ouais, faudrait retenter l'expérience et voir. Moi, je l'ai vu en 2 fois parce que je l'ai vu en VO et en VF. Ouais, j'ai vu la bande-annonce en VF. Eh ben, par défaut, avant de changer, ça pique. Hein. Bah moi, tu vois, justement, je l'ai pas trouvé mauvais en VF parce que c'était dans le fait d'avoir la voix officielle de Michael Keaton, justement de Batman. Et je me suis dit quel trip ça serait de revoir justement comme j'identifie non pas Birdman mais Batman, de le voir avec la voix de Batman de l'époque. Et j'avoue que j'ai trouvé l'ensemble plutôt bon, surtout que voilà, au moins les personnes qui doublent Michael Keaton et les autres acteurs sont les doubleurs officiels et c'est pas des mauvais acteurs du tout de doublage quoi. On n'a pas droit aux petits nouveaux comme ça peut nous arriver dans certains films là actuellement d'entendre des stagiaires du cours Florent arriver et nous pourrir un film. Là, ça reste une qualité correcte. Je dis pas exceptionnelle, mais vraiment d'une qualité correcte. Mais rien, la VO vaut absolument d'être vue. Hein. C'est en VO en premier quoi. Mais si vous n'êtes pas si vous n'avez pas une oreille attirée par l'anglais, dans ces cas-là, la VF est vraiment pas mauvaise. J'ai vu nettement pas. Bon, et ben on a fait un bon tour du film. C'était bien sympathique. Donc bah merci à toi Steph Cord d'être venu dans cette émission de À l'affiche qui éclate tous les records pour l'instant au niveau de la durée. En comparaison des précédents épisodes que j'ai sortis, mais bon, au final, c'était un autre format, un premier essai. N'hésitez pas à me dire, que ce soit sur mon Twitter ou dans les commentaires PodCloud, ce que vous en avez pensé, que ce soit de la critique ou même du format, si ce genre de discussion à propos d'un film vous a plu. Et puis autrement, on se retrouve où, Steph Core ? Bah moi c'est juste sur Twitter et c'est @StephCore donc c'est le seul lieu où actuellement je suis présent et si je peux faire un petit coup de promotion pour un autre podcast qui s'appelle On achève bien les endives auquel j'ai eu la chance de participer avec Dino ou autre et je vous invite à écouter un très très bon podcast de divertissement à découvrir
aussi bien directement via iTunes, PodCloud, ou directement par le site qui s'appelle On achète bien les endives. Ouais, d'accord, très bien. Et bah pour ma part, vous me retrouvez sur Twitter, c'est @oasis35. Vous me retrouvez également dans Gamecraft tous les jeudis soirs en live sur YouTube. Et vous me retrouvez également maintenant dans le podcast Lâchez vos coms avec la bande de Péremptoire et Randall Flagg et autres de Queen Novi et autres podcasts. Donc bah voilà, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Et bah on va se quitter avec une bande-annonce qui vient de la chaîne YouTube le Comité de reprise. Ils ont fait une vidéo il y a 2 semaines où ils faisaient un petit medley des chansons de films français. Et j'ai plutôt aimé. Alors je vous ai fait un petit montage en gardant uniquement les parties musicales. J'espère que vous apprécierez. Donc sur ce, je vous dis bonne écoute et puis bah rendez-vous à la prochaine fois. Allez, salut. Attends, Oasis. Pardon. Pour faire une plus simple, on pourrait se revoir prochainement. Si tu veux une symbolique plus simple, le 1er avril, il y a Fast and Furious 7 qui sort. Ça te dit pas qu'on fasse une... Ah bah écoute, en enlevant son cerveau, il y a possibilité non, bah faire une critique, hein, écoute, pourquoi pas. Hein. Passer d'un extrême à l'autre. Ah bah... Non, je plaisante. Hein. Même je peux parler d'Astérix que j'ai vu. C'est un bon film, mais c'est quand même complètement opposé. C'est beaucoup plus léger que ce genre de film. Hein. Voilà. Donc on parle un peu de tout, on voit un peu de tout, c'est pas très grave. Hein. Exactement. Mais Fast and Furious, j'avoue que ouais, ils sortent encore le film, quoi. Ouais, c'est assez épique. Ouais, c'est assez énorme. Non, c'est clair. Bon, en tout cas, ouais, je te remercie beaucoup de l'invitation et sur ce, bah peut-être à une prochaine. Hein. Ouais, bah merci à vous et puis bah à plus tard. Salut. Step in any walk,
any time of any thoughts, I'll be your guide. Vois sur ton chemin, gamins oubliés, garés, donne-leur la main pour les mener vers d'autres lendemains. Qu'est-ce que tu fais ?